De ces deux interventions qui ont précédé cette table ronde, moi je retiens de celle de Philippe Lemoine qu'en fait, on a besoin d'un élan collectif. Et un élan collectif, ça se fait dans un écosystème. De la seconde intervention, elle est très riche aussi, il y avait beaucoup à dire. Je pense qu'on a effectivement besoin d'une vision réflexive, c'est-à-dire de comprendre, d'échanger, pour que l'on puisse prendre la mesure des choses et se donner justement du courage pour ce grand élan collectif. Bien sûr, on ne traitera pas de l'ensemble du sujet, il est beaucoup trop vaste. Simplement, donc, on va essayer de mettre l'accent sur quelques éléments. Je dirais que ce que nous montrent les Californiens, puisque en fait, ils ont montré que c'est un écosystème qui pouvait imaginer beaucoup de choses, c'est que soit ils anticipent, soit ils créent les ruptures et ils créent les marchés. Ils se préoccupent du multicanal. Ils ont envahi la fonction d'intermédiation au point de mettre en danger les marges d'un certain nombre de professions. Et donc, ils sont capables de capter parce qu'ils sont offensifs et que d'entrée, ils pensent non pas Californie, non pas États-Unis, ils pensent international. La majorité des utilisateurs des GAFA dont on parle sont en Europe. Donc il nous faut travailler là-dessus. Donc on va avoir deux interventions pour introduire tout ça. Donc l'Axel avec Jean-Rémy Gratadour. Et puis j'ai dû aussi mettre Laurent Carreda d'Almeris, qui effectivement avec le retard pris a besoin d'intervenir parce qu'il a une contrainte très forte ensuite. Donc on va passer la parole à Jean-Rémy Gratadour. Oui, bonjour. Oui, simplement, il pourrait parler de beaucoup de choses. C'est effectivement on a prononcé le mot d'international et je pense que ça fera partie de l'intervention. Oui, tout à fait. Alors, juste un mot. Donc, je suis Jean-Rémy Gratadour. Je vous prie d'excuser Cyril Zimmermann qui a eu un empêchement et ne pouvait intervenir devant vous ce matin. Juste quelques mots sur un sujet effectivement très vaste. L'Axel mène depuis un certain nombre d'années des travaux sur les identités numériques, sur la confiance numérique. A fait une publication l'année dernière sur le sujet qui est distribuée à l'entrée. Si ça vous intéresse, vous pouvez en prendre un exemplaire. Et qui signale qu'il y a un phénomène d'érosion de la confiance des Français dans le numérique, alors même que la valeur d'usage perçue par les services numériques va croissante. Et donc on a ce paradoxe sur lequel on commente régulièrement ce phénomène et qu'on constate d'édition en édition de notre baromètre sur la confiance numérique, c'est qu'au fur et à mesure que les usages se développent, la croissance connaît cette érosion. Alors on a essayé de la mesurer dans différentes administrations, sur les sites e-commerce, par rapport à la banque, par rapport aux réseaux sociaux, et on constate ce phénomène. Alors on en arrive un petit peu un peu au nœud gordien du sujet, à savoir comment se fait-il que plus on utilise ces services, plus on accepte l'idée que les données personnelles qu'on communique sont potentiellement dangereuses pour l'individu. Enfin, dangereuses. En tous les cas, peuvent présenter des risques à moyen terme, puisqu'on ne sait pas exactement comment elles vont être utilisées. Alors, ce point a été signalé à plusieurs reprises. Il était repris dans l'étude de Marquette. Ce qui est très intéressant est de voir qu'aujourd'hui, on voit se développer, justement en Californie, une nouvelle forme de e-commerce qui n'est pas complètement déconnectée de la forme qu'on lui connaît jusqu'à présent et qui connaît le nom de sharing economy, d'économie participative, c'est-à-dire cette économie même que Philippe Lemoine décrivait au début, où la frontière entre l'individu et le commerce commence à s'estomper et où les individus, grâce à des technologies mobiles, grâce au iPhone, grâce aux tablettes, etc., deviennent eux-mêmes des prestataires de services numériques et peuvent tirer parti, une valeur ajoutée, de ressources qu'ils possèdent et qui sont inexploitées et qui jusqu'à présent étaient peu exploitées ou l'étaient de manière assez informelle. Alors bien évidemment, on le voit à travers le phénomène d'Airbnb, donc pour louer un espace chez soi, utiliser son véhicule comme Uber ou comme Lyft à San Francisco pour faire sa tournée, etc. Louer jusqu'à des biens de type outils, bref, mettre l'individu dans une situation où il va pouvoir devenir un prestataire de services à destination d'autres individus. Alors pourquoi je signale ça? C'est que dans cette évolution de l'e-commerce, qui n'est pas sans rappeler eBay, historiquement, vous savez,
qui avait démarré sur des échanges C2C, on voit se créer une relation d'individu à individu médiatisée par des places de marché numériques. Or, quand vous louez votre voiture à un autre individu dont vous ignorez tout, quand vous laissez des étrangers venir habiter une pièce de votre maison, encore faut-il qu'il y ait une relation de confiance et que cette relation de confiance soit forte. Et ce qui est très intéressant, donc l'Axel a fait un voyage en début juin pour étudier ce phénomène de la sharing economy, et qu'on a découvert en allant visiter ces entreprises que ces acteurs en fait étaient des producteurs d'un environnement de confiance. Et là, on touche du doigt quelque chose de très intéressant dans le phénomène du numérique, et que les grandes plateformes qui se développent sont généralement celles qui parviennent à proposer à leurs utilisateurs un environnement de confiance qui n'est pas complètement certifié, bien évidemment, mais qui est suffisamment satisfaisant pour que le business se développe. Et en d'autres termes, ce qui est très caractéristique de l'économie numérique, c'est que ces plateformes créent elles-mêmes leurs normes et cherchent même à imposer ces normes sans nécessairement avoir recours à des normes tierces. Et là, on voit du coup se mettre en place les termes de la concurrence et de la compétitivité entre les entreprises. C'est que ces grands acteurs qui, à travers la valeur d'usage qu'ils proposent d'un service, parviennent progressivement à créer un cadre de confiance à travers les systèmes de paiement, à travers le système de notation des utilisateurs, à travers celui qui met à disposition les ressources ou même le client qui va l'utiliser, puisque par exemple sur Lyft, qui est un service de taxi à San Francisco, les clients aussi sont notés, comme ça le chauffeur de taxi n'a pas nécessairement obligation à prendre un client qui serait mal noté, bref, à créer cet environnement d'outils qui va créer la confiance suffisante pour que le business se développe, le chiffre d'affaires se développe et que la fameuse traction dont parlent les Américains sur ces grands services s'opère. Et voilà, et ce sera juste mon mot de conclusion, un renouvellement de la manière dont la valeur d'usage des services numériques tend à créer un cadre de confiance qui est un petit peu mou, il faut bien le dire, hein, qui n'a pas tous les éléments d'un cadre de confiance fort, mais qui est néanmoins suffisant et face auquel les émetteurs de services de confiance forts vont avoir à un moment donné à lutter. Pour rebondir, c'est vrai que c'est le modèle californien, créer des espaces de chalandise par la qualité d'une fonction d'usage que l'on apporte, hein, de très bonne qualité, qui fait que les clients viennent. Mais il vient un moment où, dans le modèle californien, il y a deuxième phase, il y a valorisation. Et est-ce que vous pensez que quand on rentre dans cette phase de valorisation, l'espace de confiance peut être mis à mal ? Alors tout à fait, puisque qui dit valorisation dans le modèle californien qu'on connaît bien à travers le développement de ces entreprises en Europe, dit diversification. Et financement également. Exactement, mais valorisation et diversification des services vont de pair. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'un service est créé sur une valeur d'usage spécifique, par exemple Airbnb qui propose la location qui vous permet de louer une pièce chez vous, dès lors qu'il a atteint un certain niveau suffisant, il va être tenté de se déplacer sur d'autres services. Par exemple, ce matin, Airbnb annonçait qu'il allait également proposer aux cuisiniers en herbe d'organiser des dîners chez eux en se positionnant donc sur un autre service. On le voit à travers les grands exemples d'Amazon, de Google, d'eBay, etc. Ce sont en fait des constellations de services qui se créent et le développement dans ces nouveaux services est facilité précisément par la capacité qu'ils ont à déplacer sur ces nouveaux services les règles de confiance qu'ils ont réussi à créer sur le premier. C'est Amazon qui, avec sa base de données, permet ensuite de se déplacer, par exemple, sur le cloud ou sur les fonctions de paiement. Et donc, on voit bien que chez ces grands acteurs, cette volonté, en réalité, de tirer parti du cadre de confiance qu'ils ont réussi à créer de façon verticale à un moment donné sur un secteur, sur N secteurs, même le plus possible, et en concurrence avec d'autres grands acteurs qui veulent la même place, de façon à pouvoir en tirer parti et élargir cette zone de confiance. Parce qu'ils créent la confiance chez leurs utilisateurs, chez ensuite les entreprises, dans les entreprises qui vont les financer l'accès aux utilisateurs, là ça peut se compliquer. On a vu Amazon qui dit j'essaye de ne pas vendre achète, quoi. Donc les livres d'achète. Donc je pense que l'espace de confiance c'est quelque chose qu'on ne peut pas abstraire de l'espace de valorisation des services que l'on offre. Tout à fait. La confiance c'est la valeur.
Alors, Laurent Carreda, Almeris, c'est une entreprise déjà expérimentée qui participe aussi qui travaille sur ces espaces de confiance. Est-ce que vous pouvez enchaîner sur la présentation? Oui, je pense. Bonjour à tous. Plutôt que de parler d'Almeris, je pense, pour aller dans la suite de ce qui vient d'être dit, l'enjeu à ce stade, c'est en effet comment réussir à créer les conditions pour faire émerger des acteurs qui puissent prétendre être les champions de demain. Le numérique devient progressivement l'essence de l'activité et la vie numérique va couvrir la vie au sens large de tout le monde, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Donc finalement, quelles sont les réflexions qui pourraient nous amener à avoir à 10 ans les conditions qui nous permettent de construire ces acteurs? Parce que sur la confiance numérique, là, derrière ce qui vient d'être dit, finalement, il va y avoir une activité en tant que telle de service de confiance numérique. Et probablement qu'il est difficile de mélanger les genres. Donc, ces tendances font, si on regarde la situation actuelle, on en est au stade de l'enfance. Il y a énormément d'ébullition. Comment on pose un cadre, on éduque les acteurs pour faire en sorte qu'à l'âge adulte, on ait des gagnants. Je crois que on sait que les choses ne s'arrêteront pas. On parle souvent de réglementation, mais elles sont toujours d'essence régionale, nationale. Le sujet est en train de s'internationaliser. Je crois que le premier sujet, la première étape, c'est d'essayer de réfléchir à la construction d'un cadre, d'un système qui permette de différencier ce qui est de la nature technologique, qui change très rapidement, et ce qui est de nature de système d'usage, qui là sont la tenue des engagements de long terme. Et si on parle de confiance, finalement, c'est pour essayer de mettre en œuvre un cadre de prise d'engagement, d'instruction, de construction d'engagement, de prise, de respect, d'obtention dans le cadre de non-respect. Et là, on arrive, je voudrais partager 3 points de vue. Un premier qui est cette dimension internationale. À 10 ans, il n'y aura pas beaucoup d'acteurs sur la confiance numérique. Parce que les transactions internationales sont les plus complexes, c'est la pointe de diamant des technologies, elles sont intégratrices parce que dans le numérique, le coût marginal, quand on fait le mieux, ça ne coûte pas grand-chose de le faire pour tout le monde. Donc on n'aura pas d'espace, de choses qui n'ont pas une visée de très grands volumes et de très grands usages. Et toute initiative d'ampleur qui n'a pas une dimension internationale aura vocation à être absorbée. Donc il faudra migrer. Donc tous les acteurs qui partent là-dessus devront organiser leur migration. On sait que ça coûte cher et que ça fait perdre du temps surtout. Un deuxième point peut-être qui est l'externalisation. Si vous regardez les tendances de fond, il y a deux lignes de force sous-jacentes extrêmement fortes qui vont pousser à la construction d'acteurs spécialisés sur la confiance numérique. Premièrement, c'est le rééquilibrage de l'asymétrie entre l'organisation et l'individu. Lorsque c'est une organisation qui propose son système de confiance numérique, il y a toujours une légère problématique de faire valoir ses droits. Au moins, il y a une suspicion, alors que si c'est un tiers externe, il y a un espace qui est plus confortable et qui convient mieux aux sociétés, en général. Et il y a une deuxième tendance, c'est que tout le monde parle de centrage individu. Comment peut-on imaginer un centrage sur l'individu si c'est l'organisation qui propose son système? L'individu, par nature, est en relation avec diverses institutions, diverses organisations. Si on veut vraiment le mettre au centre, il faudra aller sur son système à lui. Que ce soit l'identification, que ce soit sa relation à son état civil, qu'il soit dans un pays ou dans un autre, que ce soit les engagements qu'il souhaite prendre. Et ça, si on l'oublie, on aura des migrations à faire. Ce n'est pas grave, mais il faudra s'organiser pour les financer. Et le troisième point de vue que j'aimerais partager, c'est la généralisation ou la globalisation. On parle beaucoup des individus, mais toute la puissance du numérique en termes de modèle économique réside essentiellement dans la capacité d'automatisation. Et de l'Internet des personnes, l'Internet des objets, ou le numérique des objets va devenir un sujet extrêmement central, car la généralisation des usines sans personne, du suivi médical à domicile par des capteurs, ainsi de suite, ne sera possible que si on a confiance dans le système. Pour avoir confiance dans le système, il faut avoir l'identité des objets. Je peux juste vous interrompre, puisqu'on a une prise de parole de notre ministre. Et c'est la tradition, on s'interrompt et on lui laisse la parole.
Désolé d'être un peu l'invité surprise. Je voulais simplement vous saluer. Il y a une autre réunion à côté, mais vous croisant vos responsables, je ne pouvais pas manquer de venir vous dire un petit bonjour, vous encourager dans le travail, m'excuser de vous interrompre dans cette table ronde. Je sais que la ministre en charge plus particulièrement de votre secteur participera à vos débats, je crois, cet après-midi, ou je ne sais pas si c'est la clôture ou si c'est la participation au débat. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais vous dire qu'en tant que ministre des Finances, des Comptes publics, au fond, qui se préoccupe du bon fonctionnement de notre économie, de sa capacité à retrouver une croissance plus forte qu'aujourd'hui. Nous sortons tout juste, trop justement, d'une période extrêmement difficile pour l'économie française, l'économie européenne, et il nous faut maintenant des surcroîts de croissance, parce que c'est le seul moyen, bien sûr, de reconstruire le tissu économique, de recoudre le tissu social, en particulier la lutte contre le chômage, mais aussi, et ça c'est ma partie compte public, c'est le seul moyen de lutter contre les déficits dans des conditions qui soient des conditions équilibrées, à partir d'une richesse supplémentaire produite par les uns et par les autres. Je sais très bien que dans ce contexte, le développement de cette filière, dans toutes ses composantes, est un élément absolument décisif. Ça a déjà été le développement de la filière numérique, un élément de croissance par le passé, ça le reste encore profondément. Et donc, je souhaitais vous apporter ce message, qui est un message de confiance, un message de volonté de participer à l'ensemble des actions qui peuvent être les vôtres, y compris dans certains secteurs. Je sais que dans le numérique, on est parfois très sensible à tel ou tel aspect fiscal, par exemple, auquel chacun peut parfaitement faire apporter sa pierre ou sa préoccupation pour que, quand on réfléchit à un pays, à son économie, à sa fiscalité, on sache aussi tenir compte des spécificités d'un domaine comme le vôtre, particulièrement rapide, particulièrement mouvant, particulièrement ouvert par définition sur l'international, et donc à partir de là, une nécessité pour chacun d'entre nous d'être dans un bon dialogue. Voilà, je ne voulais pas vous en dire plus, j'en ai déjà dit beaucoup plus que ce que je voulais, parce qu'on m'a dit venez dire bonjour, je n'ai pas fait que dire bonjour. Merci en tous les cas, travaillez bien, et sachez que Axelle Lemaire sera avec vous avec bienveillance, avec compétence, et qu'elle en fera le compte-rendu à l'ensemble des membres du gouvernement. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos encouragements qui ont été brefs et percutants. Alors, on en était sur donc cet établissement de la confiance, et votre deuxième point m'a amené à une réflexion. Quand il s'agit d'échanger de l'argent, on a créé le système des banques, et il fonctionne plutôt bien. Il y a des problèmes, mais ça fonctionne très bien. Il y a une forme de confiance, d'adhésion très forte. Là, on pourrait dire qu'il s'agit tout simplement de créer dans un autre domaine, et là, c'est plus de l'argent, c'est des données, c'est un certain nombre de choses de cette nature-là qu'on manie. Il suffit de créer l'équivalent des banques. Et vous rajoutez comme un point, c'est que le numérique change, c'est-à-dire que les utilisateurs, leur point de vue, doit être plus pris en compte. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus élaborer là-dessus ? Oui, oui, bien sûr. En effet, à partir du moment où l'individu est placé au centre, et c'est la tendance des 30 dernières années, où tout le monde en parle et puis on y va progressivement, ça oblige de revoir le centre de gravité des organisations. Alors que le centre de gravité des organisations en termes de système d'information, et donc qui traite du numérique, a été fait à partir des métiers, et l'on avait mis à la périphérie finalement les fichiers clients, si on peut dire, ou personnes, on voit à quel point ça rend difficile les évolutions métiers. Et il y a énormément de virages qui ne sont pas pris parce que la colonne vertébrale et le système nerveux de l'entreprise sont trop lourds à adapter pour aller vers des terra nova. Et si vous mettez l'individu au centre de votre système d'information et que votre métier est à la périphérie, ou les services sont à la périphérie, progressivement, vous avez une agilité qui est toute nouvelle. Et comme il n'y a aucune organisation aujourd'hui qui peut imaginer avoir tous les individus pour tout ce qui les concerne, probablement qu'un monde intermédiaire va émerger pour pouvoir remplir cette fonction.
C'est ce qu'essaie de faire un Facebook, un Amazon, enfin les réseaux sociaux en général, mais avec un problème de modèle économique. C'est que la confiance nécessite un modèle économique en tant que tel où on ne rémunère que la fonction de confiance et surtout pas les marges commerciales ou le traitement des données pour identifier des tendances. Sinon, par construction, on peut avoir des doutes. Je pense que ici, on trouve un espace. Et puis, cet espace de la confiance est assorti in fine, on parle de sécurité, hein, sécurité de l'identité, de l'engagement, de la permanence, de la souveraineté finalement sur les données. Mais in fine, il y a la sécurité juridique des transactions. Et tout système qui va vouloir produire le maximum de valeur ajoutée pour les acteurs doit intégrer dès le départ la sécurisation juridique des transactions. C'est-à-dire, au final, qu'est-ce que c'est? Parce que le juge est indépendant des pouvoirs administratifs, ainsi de suite. Donc, certainement pas lié par quelques certifications, agréments ou autorités, ou accréditations, pardon. Finalement, qu'est-ce que l'on peut garantir? C'est la recevabilité de la preuve. Et suivant les natures de tribunaux, suivant les natures d'action, suivant les pays, la recevabilité de la preuve n'est pas la même. Et il me semble que derrière la confiance numérique, on va de l'état civil numérique à la recevabilité des preuves, avec une série d'engagements qui doivent être pris dès le départ. C'est probablement ce contexte-là qui est adressé. Okay. Donc, merci. On peut penser que le droit va continuer d'évoluer là-dessus. Donc, recevabilité de la preuve, j'en profiter pour glisser sur une deuxième partie de contribution. Alors, donc, Pascal Colin, vous êtes directeur général d'Open Trust et on parle beaucoup de signature électronique depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments sur la pénétration et les évolutions que vous pensez? Oui. Beaucoup de gens disent oh, la signature, ça existe depuis 10 ans, mais finalement, on l'utilise assez peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, ça a quand même été relativement contraignant du point de vue de l'usage. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de dire, pour faire court, en fait, l'arrivée de la mobilité des services en cloud et l'habitude des utilisateurs de travailler avec des terminaux mobiles faciles d'usage sans formation, eh bien, la signature électronique aujourd'hui s'est inscrite dans ce mouvement et devient très simple d'utilisation. C'est ce qui va en faire le déploiement aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, parce que on est encore à une date où il y a encore quelques combats entre la facilité d'usage et la doctrine sécuritaire. Bien sûr, il faut de la sécurité pour que les transactions, comme cela vient d'être dit, aient une valeur légale, parce que sinon on perd son temps. Mais si on oublie la facilité d'usage, que ce soit pour l'utilisateur ou pour les entreprises qui adoptent ce genre de technologie, eh bien, c'est clair, ce sera une défaite de la signature. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit, au contraire. Aujourd'hui, si on regarde l'entreprise, elle a absolument besoin de réaliser ses activités de bout en bout de manière numérique ou digitale. Et ça, elle n'aura plus le choix, puisque, on l'a dit, l'économie s'accélère, l'usage s'accélère, donc les entreprises doivent accélérer l'adoption de ces technologies. Et pour ce faire, eh bien, elles n'ont plus le choix. Si par exemple elles ont un concurrent qui a adopté un moyen de signer plus rapidement, de boucler ses transactions avec ses clients plus rapidement, évidemment, elle va étouffer ses concurrents. On a un contexte extrêmement favorable en Europe avec un nouveau règlement qui va s'appliquer de manière uniforme dans les 28 États membres, qui s'appelle IDAS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, une PME du Cantal va pouvoir signer un contrat avec une PME finlandaise sans se soucier de la valeur légale, puisqu'elle saura que ce sera valable. Et ça change complètement l'appréhension et l'usage de la signature électronique. Enfin, je terminerai par l'approche cloud aujourd'hui fait que aujourd'hui, on n'est plus du tout dans des systèmes que l'on va imaginer, développer et mettre en œuvre au bout de 9 mois ou 12 mois. On fait maintenant ce qu'on appelle du try and buy. On essaie, ça marche, on recommence. On essaie, on recommence. Et il n'y a pas de difficulté et de stress à la décision, parce qu'on ajuste son process en faisant du try and buy. Et ça fait une adoption
beaucoup plus simple. Alors, un peu au détriment de nos amis DSI et RSSI. Try and buy, vous pourriez peut-être expliquer. Alors, try and buy, c'est tout simplement, j'essaie un service en ligne. Je vais payer, par exemple, 50 € par mois. Je vais l'essayer sur 2 ou 3 collaborateurs. Si ça fonctionne, eh bien, je vais le diffuser dans le reste de l'entreprise. Ou alors, je peux l'adapter en fonction justement du retour d'expérience que j'ai sur une... Et donc, la décision d'investir est très simple. Et puis, en plus, au passage, on fait plutôt de l'OPEX que du CAPEX, ce qui peut arranger certaines entreprises. Donc ça fonctionne pour les entreprises. Maintenant, il y a aussi les particuliers. Et donc, si on dématérialise, il faut faire preuve. Donc, est-ce que vous pourriez, Carole Pellegrino, vous êtes de Morpho, et est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce côté dématérialisation? Juste une petite précision, je suis effectivement de Morpho, mais j'interviens ici au nom de l'ACN, qui est l'Alliance pour la confiance numérique. Quand on parle de confiance, il y a un sujet qui est crucial, c'est la question de l'identité. Dans le monde dit réel, il est facile de prouver de son identité, il suffit de montrer ses documents d'identité. Dans le monde numérique, aujourd'hui, on s'identifie en ligne par un login mot de passe, le plus souvent, et aujourd'hui de plus en plus souvent également via les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et autres, pour des raisons de facilité d'usage. Cette question de l'identité en ligne est vraiment cruciale puisque je ne sais pas avec qui je contracte et j'ai besoin de m'assurer de la non-répudiation des actes. Donc il faut pouvoir assurer un lien entre cette identité numérique et l'identité réelle ou régalienne. Où en est-on aujourd'hui en France? Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée sur ce sujet. L'ACN avait coordonné des travaux sur la feuille de route de l'identité numérique en 2012. Dans ces travaux, un certain nombre d'entités ont participé, des petites entreprises, des grandes entreprises, des administrations, des associations, etc. Et on avait adopté cette feuille de route sur l'identité numérique. En février 2013, le gouvernement présentait sa feuille de route sur l'identité numérique et annonçait le déploiement de l'identité numérique à l'horizon 2014. Or aujourd'hui, on est presque 18 mois plus tard et on constate qu'il ne s'est toujours rien passé. Il nous reste un peu de temps. Si on regarde un peu plus loin en Europe et dans le monde, on constate que la plupart des pays ont soit pris des initiatives en ce sens, soit déjà déployé l'identité numérique. Cette situation est un peu paradoxale puisque aujourd'hui en France, on a des leaders sur toute la chaîne de l'identité numérique et que ces leaders exportent leur technologie un peu partout dans le monde. Quelles sont les options possibles? On a aujourd'hui 3 options. Soit on laisse les acteurs privés préempter le marché, avec le risque que ce marché ne soit trusté par les géants américains, les Google, Facebook et les GAFA en général. Donc là, on a un risque de perte de souveraineté et on ne sait pas trop ce qu'il adviendra de nos données personnelles. Soit on opte pour cette première option est le choix de certains États, c'est ce que fait par exemple le gouvernement britannique. C'est un choix, oui. Assez cohérent. Oui. Soit on opte pour un modèle monopolistique, c'est le choix de l'Allemagne, où là, le seul support qui est utilisable en ligne, le seul certificat qui est reconnu par l'État, c'est le certificat qui est inscrit sur la carte d'identité électronique. Enfin, la troisième option, qui est celle que préconise l'ACN, est un modèle où on est dans un marché libre, mais réglementé et régulé. Et dans ce modèle-là, on peut avoir plusieurs acteurs qui interviennent pour la délivrance de l'identité, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, toujours sur la base de l'identité régalienne. Et on peut avoir différents supports pour prouver son identité. Une carte d'identité électronique, ou bien un Secure Element, une carte SIM, une carte à puce. Et c'est ce modèle-là que l'ACN préconise. Donc la France, toujours partisane de compromis intelligents. Est-ce que Nathalie Schlank peut continuer d'élaborer sur ce sujet et on va y revenir. Tout à fait. Donc Nathalie Schlank, CERT Europe ou Drive. Donc je reviens en effet sur le sujet. En effet, les particuliers aujourd'hui n'ont pas d'identité numérique en France et c'est bien dommage. On n'a pas de carte d'identité électronique comme dans certains pays.
Et ça fonctionne un peu, enfin ces cartes d'identité électroniques, c'est tout simplement une carte avec une puce, un peu comme des cartes bancaires finalement, qu'on peut insérer dans un lecteur sur un ordinateur et on peut s'authentifier, on sait qui on est et on sait comment contracter. Par contre, là où je vais un petit peu modérer les propos, au niveau de l'entreprise, aujourd'hui en France, ça existe. Puisqu'aujourd'hui, il y a des normes qui découlent des normes européennes et qui permettent aujourd'hui à l'État français finalement de donner des habilitations à des organismes de certification et de référencer les autorités de certification, celles qui délivrent des identités aux entreprises, donc de les référencer. Donc il existe quand même aujourd'hui un déploiement des certificats électroniques auprès des entreprises qui les utilisent notamment pour répondre aux appels d'offres, qui les utilisaient, c'est bien dommage, avant pour Télé-TVA, là ça a été supprimé, c'est bien dommage, des fois on nous donne des coups de pouce au niveau de l'économie numérique et on les enlève, mais enfin c'est pas faute d'avoir essayé de plaider pour cette cause, mais on est là, donc j'en profite. Et donc, aujourd'hui, ceci étant, on voit, par exemple, typiquement, tout à l'heure, on parlait des avocats, les avocats, toutes les professions juridiques qui étaient les premières soucieuses de leur identité électronique, de se connecter sur des plateformes, de savoir qui allait se connecter, quelle était la confidentialité, etc., qu'on allait permettre grâce à ces certificats électroniques. Toutes ces professions juridiques, aujourd'hui, sont équipées. Et aujourd'hui, également, beaucoup d'entreprises utilisent notamment les certificats électroniques pour faire des virements bancaires, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément d'obligations au niveau des banques pour pour obliger finalement la signature électronique avec des certificats référencés par l'État ou référencés en Europe pour justement signer des virements bancaires et autres. Donc aujourd'hui, ça se développe au niveau de l'entreprise. Donc c'est déjà ça. C'est dommage que ça ne se développe pas encore bien au niveau du particulier, puisqu'au niveau du particulier, il y a quand même des choses qui se développent. Ce sont du certificat électronique, qui est un certificat électronique qu'on appelle un à la volée. C'est-à-dire que la personne va déclarer son identité, donc on n'est pas complètement sûr, mais par rapport à des fichiers, par rapport au fait, elle va peut-être pouvoir payer en ligne, donc elle va mettre sa carte bancaire, donc on pourra l'identifier, ou mettre son numéro de téléphone, on va lui envoyer un SMS, etc. Et elle pourra recevoir un certificat électronique qui lui permettra de signer. Donc il y a des moyens aujourd'hui de contourner. Maintenant, le sésame serait évidemment d'avoir une carte d'identité électronique qui permette de s'authentifier là où c'est nécessaire, puisqu'il ne s'agit pas non plus de priver les internautes de liberté, parce que c'est ce qu'opposent souvent les gens, oui, si on est pisté, etc. Oui, non, mais plus que ça, si j'ai plusieurs identités. Si j'ai plusieurs identités, en général, on a une identité professionnelle et on a une identité personnelle. Il y a des internautes qui en développent beaucoup plus que ça. Ah, ça c'est sûr. Mais là, je parle de l'identité, entre guillemets, régalienne, l'identité que l'on va vérifier, qui est sur sa carte d'identité, son passeport, etc. Après, on peut avoir des avatars, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça dépend. Si on est sur un jeu, on n'a peut-être pas besoin de déclarer son identité régalienne. Si on veut signer un contrat d'assurance, si on veut souscrire à un crédit, si on veut peut-être, pourquoi pas, éventuellement louer un appartement, etc. Là, on a peut-être plus besoin d'avoir l'assurance pour justement mettre de la confiance, de l'identité de la personne qui est en face de vous à travers le web. Je pourrais acheter anonymement si j'ai un tiers de confiance quelque part, quoi. Tout à fait. Voilà, le tiers de confiance aujourd'hui, en effet, c'est fondamental parce qu'il faut bien que quelqu'un s'assure de l'identité de la personne. Et je pense que c'est la base aujourd'hui de l'économie numérique, de la confiance. Comme disait tout à l'heure Emmanuel de Marques International, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens dans les administrations, dans les entreprises, ont peur un petit peu de se mettre sur ces sujets parce qu'ils ont peur de ne pas maîtriser toutes ces confidentialités. Alors là, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, toutes les technologies, il y en aura d'autres qui vont encore se développer, mais elles existent. Elles sont là. Il faut juste les mettre en place. Il faut arrêter que dans les grandes entreprises, ou dans les entreprises, c'est en train de changer, etc., on se serve que des logins mots de passe. Les certificats électroniques existent, pourquoi ne pas les utiliser? Quand il y avait le scandale de Kerviel à la Société Générale, où on disait, parce qu'on ne lui avait pas retiré ses logins mots de passe, etc., ça me semble aberrant. Aujourd'hui, les technologies existent et il y a aussi des certifications qui existent dans tout le domaine du cloud, etc. Aujourd'hui, il y a des nouveaux référentiels qui sont édictés, des nouvelles normes, parce qu'on a besoin de normes, on a besoin de réglementation sur tout ça, pour savoir quelle application respecte ces normes. Et toutes ces certifications aujourd'hui sont en train de se mettre en place, elles existent pour beaucoup d'entre elles, et donc pour aller de l'avant, pour prendre des tiers de confiance, il faut prendre des tiers de confiance qui ne se décrètent pas, mais qui sont quelque part labellisés, certifiés, pour avoir confiance. Okay. C'est un peu le leitmotiv que l'on entend derrière cette petite musique toujours, et les utilisateurs. Donc je vais passer la parole à Jean-Luc Vecchio, qui nous a fait une longue contribution, qui peut avoir peut-être un point de vue un peu différent. Oui, tout à fait. Moi, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est pas un point de vue sur le cadre juridique ou le cadre technologique, mais c'est plutôt effectivement sur
la relation entre des grands groupes dont vous venez de parler et leurs millions de clients. Donc c'est un opérateur télécom, une banque de détail, une compagnie d'assurance. Et je voudrais parler spécifiquement d'une poche de résistance, de mon point de vue, dans le passage à la démat, qui est l'envoi des documents de gestion par ces grands comptes vers leurs clients finaux. Les meilleurs élèves de la classe, d'après les stats que je peux avoir en main, ont des taux dans le domaine de la banque autour de 30%. Les moins bons sont scotchés à 2-3%. Dans le domaine des télécoms, dans le fixe, les meilleurs sont probablement autour de 15-20% et dans le mobile à 70-80%. Il y a encore des très grosses poches de résistance. Et pourtant, les grands comptes sont très très motivés à faire basculer les clients finaux en démat, puisque pour eux, à la clé, il y a des économies assez importantes, notamment en matière d'affranchissement. Dans une banque de détail leader en France, ça peut dépasser 200 à 300 millions d'euros de dépenses en base annuelle. Donc c'est un vrai enjeu pour ces organismes-là. Malgré tout, on n'arrive pas à faire basculer le client final en démat. Donc pour moi, ça pose vraiment la question de la valeur d'usage. On a aujourd'hui une grande difficulté au niveau de ces organisations à faire du design d'information. Tout à l'heure, on parlait de la Tesla. C'est sûr que c'est certainement moins sexy de designer un relevé de compte ou une police d'assurance ou un IFU qu'une belle voiture de sport. Mais il y a un vrai sujet. Ce qu'il faut, c'est se poser la question, segment de clientèle par segment de clientèle, sur ce que le client a envie de lire, sur l'usage qu'il a de l'information qu'on veut lui envoyer. Et de ce point de vue-là, le digital est une vraie opportunité, mais je pense qu'aujourd'hui, on la néglige un petit peu. Et je voudrais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est dans le domaine des télécoms. Il y a un nouvel arrêté facture qui, aujourd'hui, est une opportunité pour les opérateurs, puisque on va leur permettre de faire basculer en fait les clients en digital. Certains d'entre eux ont soumis des plans de bascule à la DGCCRF, mais ce qu'on voit, c'est 2 attitudes complètement différentes. Vous avez de mon point de vue des gens qui cherchent à passer en force, qui envoient des SMS aux clients et qui les poussent en démat, sauf action volontariste de leur part, en correction, en venant visiter l'espace client. J'ai essayé, parce que je veux absolument rester en mode papier pour justement disposer de cet observatoire un peu des pratiques des grands comptes. C'est une vraie galère pour aller désouscrire l'option démat. Et en fait, je pense qu'on ne cherche pas à convaincre le client qu'il y a une vraie valeur pour lui. Le client, il n'est pas dupe. Quand vous voulez le pousser en démat, il sait que vous allez faire une économie de timbre. Il a envie de partager, par exemple. Et vous avez un autre opérateur, par exemple, qui lui est engagé dans un mode beaucoup plus soft et qui travaille sur le design d'un document dynamique. Ça peut être un PDF dynamique, c'est-à-dire un vrai mini site web personnalisé que vous pouvez lire dans le Reader Acrobat. Il y a une start-up, notamment française, qui est dans la salle aujourd'hui, qui a une techno qui est capable de fonctionner. Donc ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de design de l'information. Quelle information je veux envoyer à mon client et quelle information aura de la valeur à ses yeux. Donc on peut penser que pour tout ce qui est identité, etc., on a le même type de problème ou de réticence pour certains. Donc le jeu, on conclut en 1 minute chacun dans ce triangle entre les entreprises qui ont envie d'avancer, d'innover, l'administration qui doit encadrer, faire avancer les règles au niveau français ou européen, et puis les utilisateurs, les clients, une idée, un souhait pour faire avancer ça rapidement. On va commencer par celui qui a commencé. Oui, alors à la fois un souhait et puis un projet, puisque et la FNTC y est d'ailleurs associée. L'Axel préconise la mise en place d'une charte pour la confiance numérique, donc de façon à mettre autour de la table et à associer les prestataires de services précisément pour mieux définir le contexte de la confiance et pouvoir, le cas échéant, également y inviter un certain nombre de prestataires de façon à ne pas prendre pour argent comptant et réponse définitive ce que je décrivais justement dans mon intervention sur les stratégies des grands acteurs américains. Voilà, donc préconiser une charte pour la confiance numérique et y associer le plus grand nombre possible d'acteurs. On passe le micro, cette fois on va le faire dans l'ordre. Oui. Dans l'ordre, si vous voulez. Oui, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure était très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut que l'utilisateur se mette dans ce domaine-là, etc. Adopte finalement ces nouvelles technologies et il faut l'inciter, il faut que les entreprises en effet les incitent les utilisateurs. Moi j'ai un exemple qui me vient à l'idée d'un de nos clients qui est l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui finalement tout simplement au niveau des dépôts des marques, on peut le faire en papier et on peut le faire en électronique. Si c'est en électronique, ben, c'est moins cher qu'en papier.
eh bien, il y en a beaucoup qui y vont. Mais il y a quelques euros d'écart, mais ça permet finalement à l'utilisateur de se dire, je vais changer ma façon de faire. Je vais regarder comment ça se passe. Et en général, elle est très contente. Oui, je reprendrai un des propos que j'avais utilisé, c'est mettre l'individu au centre. C'est-à-dire pas le considérer comme son client à soi, mais lui apporter un service qui corresponde aux meilleures conditions d'usage pour lui. Je pense que quand on raisonne vraiment par rapport à le confort de l'individu, on arrive à trouver des solutions. Oui, je vais enfoncer le clou sur le sujet. C'est vraiment le client final qu'il faut mettre au cœur de la préoccupation. Et il faut aussi ne pas oublier le papier. Je pense que c'est encore temps d'investir dans le papier, parce que c'est aujourd'hui dans la relation entre un grand compte et ses clients, le canal papier, c'est encore l'autoroute de l'information. Si vous regardez le nombre de relevés ou de polices d'assurance, de factures qui arrivent encore dans la boîte aux lettres, c'est important. Mais il faut aller chercher le client là où il est. Il faut le prendre par la main et le faire rebondir, par exemple, par un code 2D, mais il y a des tas d'autres techniques, là où on veut l'emmener, en ligne, et lui prouver qu'effectivement, on sait lui amener de la valeur. Un sujet cher à la FNTC, c'est le développement de la signature électronique. Aujourd'hui, par exemple, pratiquement toutes les grandes banques en France l'utilisent largement en B2C. Comme le disait Philippe Lemoine tout à l'heure, l'important c'est que maintenant les PME puissent l'adopter. Elles ont des gisements de gains et de productivité qu'elles ignorent complètement aujourd'hui. Pour finir, un dernier message de l'ACN qui est que nous attendons toujours cette grande stratégie pour l'identité numérique. Il faut que l'État porte ce sujet, il faut désigner un porteur politique au niveau de l'État. C'est seulement de cette façon que l'on pourra créer un écosystème vertueux qui impliquera l'ensemble des acteurs. Okay, donc un message très clair transmis à l'État. J'en ajouterai un autre. Il y a 20 ans, Marcel Roulet, qui était directeur général de France Télécom à l'époque, la stratégie de France Télécom avait mis le client au centre de ses préoccupations. Et 2 ans plus tard, il a réuni ses cadres et il nous a dit mettre le client au centre, c'est pas lui expliquer pourquoi il a tort. Je vous laisse sur cette pensée.